Donc là, je vais vous présenter une synthèse de toute une série de travaux qui ont été faits dans le golfe de Lion concernant un processus particulier qui est les formations d'eau dense, donc qui se produisent à la fois à la côte et aussi au large. Et j'ai inclus dans ce travail 2 étudiants, un étudiant en thèse et un étudiant en master, qui travaillent avec moi actuellement et qui ont contribué au travail sur l'intelligence artificielle. Donc, dans ma présentation, je pense qu'il faut que je la démarre. Voilà. Je vais le couper, voilà. Donc, dans ma présentation, il y aura différentes parties. Donc, d'abord, je vais présenter des généralités sur les formations d'eau dense. Puis, je parlerai du cas spécifique de la mer Méditerranée et en particulier celui du golfe du Lion. Je vous présenterai tous les impacts liés aux cascades d'eau dense. Et après, je finirai, c'est toute la partie qui nous intéresse sur le changement climatique et comment on peut estimer cette évolution à travers différents types de modèles. Donc, j'ai vraiment ça à la main. Donc, concernant les formations d'eau dense, je partirai d'abord avec juste quelques notions de base. Concernant l'eau douce est à une densité maximum, non pas à 0, mais à 4 degrés. C'est pour ça, entre autres, qu'on retrouve que l'essentiel des océans profonds sont à cette température, à 4 degrés. Que quand on réchauffe l'eau douce, elle devient moins dense, plus légère. Et que lorsqu'on arrive à 0 degré, on a un changement de phase. Et que la glace qui se forme est, elle, plus légère et donc moins dense que l'eau de mer, que l'eau douce en général et que de l'eau de mer. Mais donc, c'est quand on regarde ce qui se passe dans la colonne d'eau, on peut voir au cours des saisons une évolution suite au réchauffement solaire. En été, on va avoir des eaux plus chaudes, donc plus légères que les eaux plus profondes. En automne, alors que le rayonnement lumineux, le soleil diminue, on va avoir un refroidissement, donc parce qu'on a moins de rayonnement, mais également on a un refroidissement par évaporation. On a des échanges de chaleur entre l'océan et l'atmosphère, des pertes de chaleur, et le vent mélange cette couche chaude de surface en refroidissant. Donc on a une couche de mélange qui devient de plus en plus épaisse, à tel point qu'en hiver, on peut avoir une eau qui est complètement homogène de la surface jusqu'au fond. Donc ça peut être dans la zone côtière sur quelques dizaines, voire centaines de mètres, mais dans le golfe du Lion, on peut avoir comme ça une couche homogène sur 2-3 km d'épaisseur. Voilà. Et au printemps, dès que le rayonnement solaire augmente, on a un réchauffement des eaux de surface et on retrouve une stratification avec des eaux plus légères, plus chaudes en surface et des eaux plus froides, plus lourdes en profondeur. Et le cycle recommence comme ça sur l'année. Mais la température n'est pas, pour l'océan, la température n'est pas le seul processus qui joue sur la densité. Donc là, je vous ai fait 3 petits films. Donc dans un aquarium, j'ai séparé en 2 parties. D'un côté, donc en haut à gauche, vous avez de l'eau froide en bleu et de l'eau chaude en rouge. La même chose pour la salinité et la même chose pour la matière en suspension. Donc si je fais démarrer des petits films, vous voyez que l'eau froide est plus lourde et donc s'écoule dans l'aquarium. C'est la même chose pour la salinité. Et la même chose pour des eaux turbides. Donc là, c'est juste de l'argile que j'ai mis dans de l'eau douce. Voilà. Donc ça veut dire que dans l'océan, on a ces 3 éléments qui jouent, la température, la salinité et la turbidité. Et vous pouvez imaginer toutes sortes de combinaisons. Donc la température est le processus qui est le plus important, généralement, c'est celui qui varie le plus, qui va avoir en général le plus d'effet sur la densification des eaux. Mais dans certaines régions, quand vous formez de la glace, vous rejetez du sel,
ou dans des systèmes hypersalins, la salinité peut avoir un rôle très important. Et pour le dernier cas, quand vous vous mettez au débouché d'un fleuve, par exemple des grands fleuves africains, vous pouvez avoir tellement de particules en suspension dans l'eau que ça génère des courants de turbidité. Et typiquement, ces courants de turbidité, on les voit qui coupent les câbles océaniques quand ils dévalent à plusieurs mètres par seconde, en particulier dans les canyons sous-marins. Donc ces différents types de courants, ce sont tous ce qu'on appelle des courants hyperpycnaux, c'est-à-dire trop denses, qui s'écoulent en milieu marin. Et c'est l'effet de la gravité qui est important. Donc plus la pente est raide, s'il n'y a pas de pente, ils ne vont pas s'écouler. Par contre, dès qu'il y a de la pente, ils vont s'écouler par la gravité. Alors ces phénomènes, on les retrouve un peu partout dans l'océan. Là, c'est une carte. Tous les points rouges indiquent les sites où les phénomènes de formation d'eau dense ont été observés. Donc on les retrouve autant dans les zones arctiques que les zones tempérées, voire des zones tropicales. Mais à chaque fois, le processus peut être différent. Dans les zones arctiques, on va voir bien sûr un refroidissement, mais aussi un rejet de sel lors de la formation des glaces. Donc de l'eau froide salée, ça peut devenir très dense. Dans les régions tropicales, ça peut être des systèmes hypersalins. Donc l'évaporation est tellement forte qu'on rejette, on évapore l'eau et on laisse le sel. Les eaux deviennent également très denses. Mais on en trouve également dans les zones tempérées, en particulier dans la Méditerranée. Donc je vous ai mis un schéma à droite qui symbolise de manière assez rudimentaire ce qui se passe. On forme des eaux denses à la côte, là où elles peuvent être soit refroidies, soit chargées en sel. Et dès qu'elles atteignent le rebord du plateau continental, avec la pente, elles s'écoulent jusqu'au fond du bassin. Il y a un autre phénomène qui peut se passer au large. Et dans certaines régions, on peut avoir un mélange et un refroidissement des eaux dans certaines régions océaniques. Tant qu'il y en a très peu dans le monde, il y en a surtout dans l'Arctique, dans l'Antarctique et dans la Méditerranée et la mer du Japon. Donc il y a moins d'une dizaine de sites qui existent dans le monde et 3 d'entre eux sont en Méditerranée. Et ce sont des zones de formation en mer ouverte, donc on est loin de la côte et les eaux sont piégées, peuvent être refroidies de la même manière et elles deviennent suffisamment denses localement pour se mélanger et s'écouler en profondeur. Donc là, je vais un peu expliquer les deux phénomènes en partant par la formation des eaux de la convection du large avec ces types de schémas donc, qui s'étalent entre l'automne jusqu'à l'été. Vous avez en bas un peu les profils typiquement de température, avec les eaux qui se déstratifient, qui deviennent homogènes, puis se restratifient. Et donc, les eaux dans la région de la zone de convection sont piégées. Elles sont refroidies par, en particulier, l'évaporation, le vent. Ces pertes de chaleur et le mélange donc, génèrent des eaux qui peuvent être homogènes jusqu'à très grande profondeur. Et tout ça reste bien délimité dans une zone. Je vous montrerai un exemple pour le golfe du Lion. Et au printemps, lorsque les pertes de chaleur s'atténuent, le système se restratifie brutalement et les eaux qui étaient bien mélangées sur une zone bien délimitée s'écoulent en profondeur et s'étalent à leur niveau d'équilibre, qui peut être un niveau intermédiaire, voire le fond de l'océan. Pour ce qui se passe à la côte, c'est à peu près la même chose, mais un peu décalé dans le temps. Les eaux denses se forment surtout durant l'automne ou au début de l'hiver. On refroidit les eaux, elles s'accumulent sur le plateau. Comme il n'y a pas de pente, il faut qu'elles s'accumulent suffisamment ou que transportées par les courants locaux, elles débordent du plateau continental. Une fois qu'elles débordent par gravité, elles vont s'écouler le long de la pente. Ça se fait généralement en hiver. Elles plongent jusqu'à atteindre leur niveau d'équilibre. Et puis elles se dispersent pendant la période du printemps. Donc ce sont ces deux phénomènes qui m'intéressent et que je vais étudier. Pour la partie formation d'eau dense côtière, l'effet de la bathymétrie est aussi très important. Parce que dans ce cas, vous voyez donc le plateau continental qui est sur la droite, la pente continentale raide
qui relie le plateau à la plaine abyssale. Donc il faut avoir une densification, je ne sais pas si on peut le voir, ici, des eaux sur le plateau, qui sont transportées par les courants jusqu'en limite du plateau continental. Et là, par gravité, elles vont s'écouler. Mais comme elles sont soumises à la rotation de la Terre, elles vont tourner à droite dans l'hémisphère nord, à gauche dans l'hémisphère sud. Et elles vont s'écouler en oblique le long de la pente continentale. Par contre, si elles rencontrent un obstacle, donc en particulier les canyons sous-marins, l'augmentation de pente fait que le canyon va drainer une partie de ces eaux denses qui vont s'écouler à grande vitesse, quelquefois à plus grande profondeur. Et donc c'est le cas qui va nous intéresser pour le golfe du Lion. Alors, ce qui se passe également lorsqu'elle s'écoule, c'est un courant de fond qui peut être très rapide. Et dès qu'on interagit avec le fond, on peut resuspendre des sédiments. Je vous ai montré tout à l'heure, dès qu'on charge une veine d'eau dense qui est déjà dense, on la recharge en sédiment, elle peut encore augmenter sa densité. Donc l'entraînement de sédiments dans la veine d'eau dense lui permet d'aller encore plus loin. Et comme au fur et à mesure qu'elle se propage, elle se mélange avec les eaux environnantes, elle perd une capacité de transport et une partie du matériel peut se déposer en aval. Donc il y a tout un processus d'interaction entre la densification, les courants, les interactions avec le fond et la dynamique sédimentaire. Donc maintenant, je vais vous parler plus précisément du cas de la Méditerranée, où on retrouve 3 sites principaux de formation d'eau dense qu'on retrouve sur cette carte. Donc la carte du haut représente une thermographie de surface pendant un hiver très froid, celui de 1999. Les points rouges indiquent là où ont été formées des eaux denses. Vous voyez que ce sont dans les zones où les températures sont inférieures à 12 degrés. Sachant que la température minimale en Méditerranée, au large, c'est 13 degrés. Donc là, on a des températures plus faibles. C'est pas si faible que ça, on peut arriver jusqu'à 8 degrés. Mais on voit que les 3 zones sont localisées vraiment dans les zones côtières tout au nord, qui sont soumis à l'effet de vents très violents, comme le Mistral ou la Tramontane dans le golfe du Lion, la Bora ou le Meltem pour la partie adriatique et la mer Égée. Maintenant, pour la carte du bas, ce sont les zones de formation au large. Vous voyez qu'elles sont assez reliées aux zones côtières, parce qu'on les retrouve dans la Méditerranée nord-occidentale, dans l'Adriatique également et dans le bassin levantin. Et elles sont localisées au centre de grands tourbillons, qui sont ici en violet, qui sont des tourbillons anti-horaires qui piègent les eaux et permettent aux eaux intermédiaires de remonter plus en surface. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du golfe du Lion, donc là, vous avez une carte 3D de la bathymétrie. Donc on peut voir tout à droite, donc ce sont les Alpes, au milieu le Massif central, à gauche les Pyrénées. Vous avez le grand plateau continental et la pente continentale qui est entrecoupée de très très nombreux canyons. Donc les flèches jaunes indiquent les principaux vents, Mistral et Tramontane, qui sont complètement canalisés par l'orographie. Ces vents, génèrent des circulations très variables sur le plateau. Dès que le vent change, la circulation sur le plateau continental s'adapte. Mais globalement, on retrouve une dérive d'est en ouest sur le plateau continental qui amène les eaux vers la partie sud-ouest, au niveau de Perpignan, de Banyuls et du cap de Creus, à l'extrémité sud-ouest du golfe du Lion. La grosse flèche bleue au milieu, c'est la branche nord de la circulation du grand tourbillon cyclonique en Méditerranée nord-occidentale, qui sépare les eaux côtières des eaux du large. Et les flèches rouges que vous voyez, c'est un peu les transferts d'eau qui est entre la côte et le large avec les plongées d'eau dense côtières. Et les flèches verticales à droite, c'est la zone où on a des formations d'eau dense au large. Donc ça se traduit sur certaines images. Donc là, l'image de droite, c'est une image de la couleur de l'eau. C'est donc la
la concentration en chlorophylle pendant l'hiver 2012. Et vous avez un trait sur le plateau continental qui indique une isotherme 10 degrés. Donc vous voyez que près de la côte, les eaux sont les plus froides. Au large, elles sont toujours autour de 13 degrés. Concernant les couleurs, sur le plateau, vous avez des couleurs vertes qui indiquent qu'on a une production biologique à travers la chlorophylle qui est plus importante qu'au large. Et au large, vous avez cet immense trou bleu qui indique que c'est là qu'on a du mélange. En fait, il n'y a pas moins de production au large, mais autant sur le plateau, le mélange vertical se fait sur 50-100 mètres d'épaisseur. Donc les cellules phytoplanctoniques restent toujours dans la zone photique. Autant au large, le mélange se fait sur 2500 mètres d'épaisseur. Et donc tout est dilué. Et les cellules phytoplanctoniques ne voient que de temps en temps la couche photique. Donc pour illustrer ça, je commence par le large et je vous montre là, à partir d'observations, entre 2010 et 2024, vous avez des mesures qui ont été faites au niveau du point rouge, dans la zone de formation du large. Ce que vous voyez, les couleurs là entre la surface et 2500 mètres, qui est le fond, les couleurs indiquent la température. Donc on voit qu'on a des eaux bien sûr plus chaudes en été, qui se refroidissent en hiver. Bon, plus en profondeur, on a des couleurs bleues qui indiquent des températures autour de 13 degrés, mais on voit quand même qu'il y a une évolution vers 500 mètres de profondeur. On a des eaux de plus en plus chaudes. Et le trait noir indique l'épaisseur de la couche de mélange. C'est-à-dire qu'en hiver, on mélange les eaux, elles deviennent totalement homogènes, et le trait noir dit jusqu'à quelle profondeur l'eau est homogène. Et on voit pendant les hivers 2010, 2011, 2012, 2013, le mélange est allé jusqu'au fond. Et que depuis, on a quelques événements avec du mélange qui est allé à 1000, 1500 mètres, mais on a une réduction drastique de l'épaisseur de la couche de mélange. Donc on voit qu'il y a une forte variabilité, voire une évolution depuis 2014. Maintenant, je passe à ce qui se passe plutôt à la côte, et je vais plutôt vous présenter cette figure-là. Donc là, ce sont également des observations faites depuis 1993 dans le canyon du lac Azutier, qui est un canyon qui est au large de Banyuls. Vous voyez ici des mesures de température faites à 500 mètres de profondeur, donc à mi-profondeur, et à 1000 mètres de profondeur. Donc toujours, on a des températures moyennes autour de 13 degrés. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il est tentant, tous les hivers, à 500 mètres, un peu moins à 1000 mètres, vous avez des chutes de température assez fortes, de l'ordre de 1 degré, qui sont vraiment caractéristiques d'un événement particulier. Donc ce sont des eaux froides qui viennent du plateau et qui débordent du plateau, qui sont suffisamment denses pour plonger la plupart du temps jusqu'à 500 mètres de profondeur et beaucoup plus rarement jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les événements qui vont au-delà de 1000 mètres de profondeur, parce que s'ils vont à 1000 mètres, après ils arrivent directement jusqu'à 2000 mètres, 2500 mètres de profondeur. Donc je reviens un peu pour vous montrer un peu la chronologie d'un événement. Donc vous voyez 3 cartes. Donc des cartes du golfe du Lion avec à gauche la température de fond. À droite, sur une partie du golfe du Lion, vous avez les vitesses de courant ainsi que leur intensité. Plus c'est rouge, plus c'est rapide. Et la figure de droite, elle représente une section qui est faite, j'arrive à vous le montrer ici, qui part du canyon du Cap de Créus et qui coupe le canyon du Cap de Créus puis le canyon du lac Azutier, les 2 canyons qu'on voit ici. Et vous allez voir un peu que la veine d'eau dense ne s'écoule pas sur l'ensemble du canyon, mais juste sur le flanc sud du canyon. Donc il y a une petite animation qui va suivre. Bon, je fais autrement. Non. Ouais, ça bloque. C'est là-dessus qu'il y a une animation normalement. Non.
Encore. Voilà. OK. Donc, je vous laisse regarder. Vous voyez à gauche l'évolution de la température pendant tout un hiver. Vous avez les eaux froides qui se forment sur les parties peu profondes du plateau continental et qui vont s'écouler vers le sud-ouest. La flèche indique la position de la sortie du canyon du Cap de Créus, où de temps en temps, vous allez voir des injections d'eau froide qui descendent du plateau. Hein, vous regardez également les vitesses au milieu. C'est là où on a les vitesses les plus importantes. On a vraiment une accélération des courants à l'extrémité du plateau. Et sur la figure de droite, vous voyez cette veine d'eau dense en bleu qui s'écoule par impulsion le long du flanc sud des deux canyons. Voilà. Il y a des canyons plus au sud, au niveau de la Catalogne, le canyon de Palamos et de Blanes, où le même phénomène se produit. Et donc ça a une importance, vous verrez par la suite, au niveau des pêcheries. Ce sont des zones très actives où les pêcheurs catalans se régalent, ils vont tous les jours pêcher des crevettes rouges. Voilà, donc vous voyez ces injections ici, on a l'impression qu'elles ne vont pas profond, celles en vert au niveau de la flèche. Mais ça, ce sont des eaux du plateau qui sont arrivées à 2500 mètres de profondeur et qui après se dispersent au niveau du plateau continental, de la plaine abyssale. Voilà, donc on a pu, à partir de ces 30 ans de mesures, définir des archétypes de la variabilité en essayant de voir un peu les correspondances qu'il y avait entre nos observations de température. On mesure également les courants et les flux particulaires, mais on a surtout voulu voir les correspondances qu'il y avait avec les forçages atmosphériques et les apports des rivières. Donc on a regardé un peu tout ce qui concernait à partir des forçages liés au vent, les flux de chaleur, les fleuves, et on a pu définir assez facilement 3 types d'archétypes, avec des cascading faibles qui intervenaient lors des hivers doux, du cascading moyen, c'est-à-dire qui va jusqu'à 500 mètres de profondeur, mais qui n'arrive pas au-delà de 1000 mètres, lors d'hivers venteux, mais humides. Quand j'entends humide, c'est surtout avec des apports des fleuves assez importants. Donc, ils vont diminuer la salinité de surface et donc diminuer la densification. Et des hivers très intenses, venteux, froids et secs, où le cascading est important, car les eaux denses formées sur le plateau, bien sûr, sont suffisamment denses pour plonger jusqu'à plus de 1000 mètres. Donc ces cascades d'eau denses, côtières, et ainsi que la convection du large ont différents impacts que je vais lister assez rapidement. Donc concernant la convection du large, donc pareil, là ce sont des images de couleur de l'eau, donc qui indiquent un peu la production biologique. Bon, plus c'est bleu, moins il y a de production, moins il y a de chlorophylle dans l'eau. Plus c'est rouge, plus il y en a. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en période hivernale, donc vous avez à la côte une zone très rouge, donc c'est-à-dire qu'il y a de la production biologique, on a suffisamment de sels nutritifs, l'ensoleillement est suffisant pour que ça produise énormément. Par contre, au même moment, au large, on a un minimum de chlorophylle. Et ça, c'est pas lié au fait que ça manque de nutriments, il y en a, mais tout le matériel est complètement dilué sur l'épaisseur de la couche de mélange, qui dans ce cas-là fait 2500 mètres d'épaisseur. Et dès que les systèmes se restratifient, que le rayonnement solaire augmente, que la couche de surface ou la couche de mélange de surface est maintenant limitée à une centaine de mètres d'épaisseur, on a un bloom, une efflorescence phytoplanctonique très importante, ce qui fait que la Méditerranée occidentale est considérée comme une zone des plus productives de Méditerranée. C'est lié à ce phénomène de mélange hivernal qui recharge saisonnièrement, donc tous les hivers, la couche de surface en sels nutritifs. Concernant le cascading, donc je vous ai montré qu'il peut y avoir des courants très très violents qui arrivent à l'extrémité sud-ouest du golfe du Lion. Donc sur la carte de gauche, vous voyez un zoom sur la partie du Cap de Créus et du canyon adjacent. Donc toute l'eau qui arrive du plateau, qui arrive à ce niveau, passe à un endroit très étroit de 2 km entre la côte et le large. Donc une partie des eaux
peut s'écouler, contourner le canyon, contourner le cap et rester sur le plateau continental. Mais la présence du canyon fait que il va drainer une partie des eaux denses et les entraîner plus en profondeur, surtout quand elles sont suffisamment denses. Et ça peut générer des courants très très violents, de l'ordre du mètre par seconde, qui vont s'écouler rapidement le long du flanc sud, à tel point que le flanc sud est complètement érodé. Ce sont des sédiments très indurés, c'est comme du caoutchouc. Et dedans, on creuse des sillons qui font à peu près, donc on ne voit pas tout à fait l'échelle, mais c'est des sillons qui font à peu près 10 mètres de hauteur et 100 mètres de longueur d'onde. Et on les retrouve jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Et c'est uniquement le flanc sud du canyon qui est impacté. Le flanc nord, lui, est formé avec des sédiments fins qui drapent le relief. Donc c'est vraiment une érosion qui est très très asymétrique dans les canyons. Et ça va avoir une importance sur les récifs coralliens profonds qui ont besoin d'avoir un substrat dur, donc qui se développent là où la roche est apparente, où on a des débris coquillés, donc des zones où il y a beaucoup d'érosion. Ils ne supporteraient pas des zones où il y aurait trop de dépôts sédimentaires. Et en plus, ces événements, comme les événements de tempête, apportent de la matière organique qui vient du plateau. Donc ils peuvent ainsi se nourrir et se développer dans des zones très particulières des canyons. Un autre point, je vous ai parlé des pêcheries. Donc ce sont des zones où se développent d'importantes ressources. Donc là, ce sont des crevettes rouges qui sont très prisées par les Catalans, que les pêcheurs catalans pêchent régulièrement, c'est-à-dire ils sortent tous les jours pour aller les pêcher, et ils ont remarqué que lors d'événements très importants de cascading, donc là c'est l'hiver de 2005, avec des courants très violents, vous voyez que en bleu c'est la température de l'eau qui est descendue jusqu'à 9 degrés dans le canyon, à 1000 mètres de profondeur. En vert, vous avez des vitesses de courant qui dépassent le mètre par seconde, avec des charges en particules qui sont assez importantes. Et quand on regarde les débarquements de pêche en bas, en rouge, pour le port de Rosas, on a un effondrement total des pêcheries. C'est pas parce que les bateaux ne sortaient pas, le temps était mauvais, mais ils sortent quand même, mais c'est parce que la ressource avait complètement disparu. Et elle réapparaît à la fin au printemps, au début de l'été, lorsque le phénomène s'arrête. Et ça a été observé de manière régulière. Et depuis, les pêcheurs espagnols ont mis en place un plan de gestion où ils arrêtent la pêche en période hivernale pour permettre le recrutement de cette espèce-là. Un dernier point aussi, c'est l'importance de ce phénomène sur tous les transferts de déchets et de polluants. Donc, je vais présenter la dispersion du lindane, qui est un pesticide qui est interdit depuis la fin des années 90. Donc, on retrouve des dépôts de lindane au niveau du Rhône. Bien sûr, c'est utilisé en particulier dans l'agriculture. Donc, il y a un dépôt qui a été fait au cours du temps sur le pro-delta du Rhône. Après, ce matériel est resuspendu pendant les tempêtes et redistribué sur le plateau. Mais sur le plateau, on retrouve des concentrations pas si élevées que ça. Par contre, on retrouve des concentrations beaucoup plus élevées sur la pente continentale et dans le bassin profond. Et ça, c'est lié à l'exportation du matériel resuspendu sur le plateau par ce phénomène de formation d'eau dense et de cascading. Et bien sûr, dans les canyons, on retrouve énormément de déchets, de macro-déchets plastiques. Je ne parle pas des microplastiques, mais des macroplastiques qu'on retrouve dans les canyons où ils peuvent s'accumuler en étant exportés du plateau continental. Donc là, je vais parler maintenant du réchauffement des eaux en Méditerranée à partir d'observations. Donc vous voyez ici, ce sont des barres de couleurs qui indiquent l'évolution en fonction du temps, donc entre 1990 pour les plus vieilles observations jusqu'en 2010, pour les eaux intermédiaires en Méditerranée, dans différents points, que ce soit la mer Ionienne,
le canal de Sicile, le golfe du Lion ou au niveau de Gibraltar. Donc plus les couleurs sont chaudes, rouges, plus les températures sont élevées, bien sûr. Donc on voit tous que il y a une forte évolution dans les dernières années de la température dans les eaux intermédiaires, mais également dans les eaux de surface, sur l'ensemble de la Méditerranée. Et moi-même, j'ai traité des données de flotteurs profileurs depuis 15 ans. Et ce que j'observe, c'est sur l'ensemble de la Méditerranée, on a vraiment une augmentation très nette, à la fois de la température et de la salinité, sur les dernières 15 années. Alors, peut-être que 0,5 degrés, ça vous paraît pas beaucoup pour la Méditerranée, mais c'est absolument énorme. On parle d'eaux qui sont entre 200 et 600 mètres de profondeur, qui ont des capacités thermiques bien plus importantes que l'air. Et donc, pour l'atmosphère, on parle de température moyenne, on parle d'une augmentation de 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle, en disant qu'il ne faut pas dépasser ce seuil. Là, on voit qu'en 15 ans, les eaux intermédiaires méditerranéennes ont déjà augmenté de 0,5 degré. Donc, ça évolue très, très vite et ça répond à des problèmes. Ça pose des problèmes, quoi. Voilà, donc je reviens à les observations dans le golfe du Lion. Donc, à gauche, vous avez ce qui se passe au large entre la surface et 2500 mètres de profondeur. À droite, vous avez deux courbes à 500 mètres et à 1000 mètres de profondeur depuis 1993 mesurées dans des canyons sous-marins. Et on voit très bien cette augmentation. Si vous regardez juste pour la figure de gauche, les températures entre la surface et 500 mètres, vous voyez qu'il y a de plus en plus de rouge. Donc, il indique cette augmentation de température. Et on la voit très bien à 500 mètres de profondeur sur la figure de droite, avec des augmentations de presque 0,5 degrés depuis 2014. Alors maintenant, quand on veut faire voir des prédictions pour le futur, là, on est obligé d'envisager des scénarios. Et il y a différents types de scénarios qui ont été mis en place par le GIEC. Donc là, je vous parle des derniers scénarios, qui sont des scénarios à la fois socio-économiques et qui incluent également un forçage radiatif. Donc il y a différents types pour la partie socio-économique, il y a différents types de modèles de société, qui sont des sociétés soit durables, soit dans la continuité historique, soit avec une forte dépendance aux énergies fossiles. On associe à ça une augmentation des rejets en gaz à effet de serre qui vont se traduire par captation de l'énergie radiative par la Terre. Donc, c'est un accroissement de l'énergie reçue. Et à droite, vous avez les réchauffements moyens estimés pour la Terre d'ici 2100. Alors, généralement, quand on fait des simulations, on s'intéresse au pire des cas, c'est pour pouvoir étudier les changements à long terme des systèmes qui sont fortement sensibles à ces changements. Donc, c'est le cas pour les formations d'eau dense, c'est extrêmement sensible au changement de la température. Donc, toutes les simulations que je vais vous présenter sont basées sur ce scénario du pire, que ce soit les scénarios dits A2, qui sont basés uniquement sur les scénarios socio-économiques, ou des scénarios RCP 8.5 basés uniquement sur les rejets de gaz à effet de serre, ou les nouveaux scénarios. Donc, avant de vous parler des différents résultats, je voulais vous présenter deux approches qui sont utilisées pour l'étude du changement climatique. Donc, il y a des simulations avec des modèles numériques 3D couplés au océan-atmosphère à très haute résolution. Leur avantage, c'est qu'ils sont des modèles déterministes basés sur des équations physiques, donc bien connues. Quelquefois, on est obligé de simplifier les choses. Donc, on paramétrise certains phénomènes, mais ils ont l'avantage aussi de permettre de capturer différents processus et des interactions.
On peut avoir un modèle physique couplé au océan-atmosphère, mais on peut y rajouter après la partie biogéochimie, la partie transport sédimentaire. Je vous présenterai un exemple après. Donc, ça permet d'aller vraiment loin dans l'étude des interactions et des processus. Leur limite, c'est qu'ils nécessitent des temps de calcul énormes. Typiquement, pour la Méditerranée, pour faire une année de simulation, ça nécessite un jour de calcul sur un superordinateur. Donc, vous imaginez après faire 100 ans, ça suppose 100 jours de calcul et c'est juste une simulation. Donc, le but aussi, c'est qu'il y a des incertitudes, à la fois dans les modèles, dans les scénarios. Le but, c'est d'essayer d'avoir le maximum de simulations possible. Mais vous voyez que ça peut coûter très très cher. Donc, ça se fait dans le cadre de consortiums. Mais il y a une approche alternative, donc qui a elle-même ses limites, qui est le travail avec l'intelligence artificielle. Donc là, c'est en particulier des modèles de neurones entraînés avec des données spécifiques. Là, l'avantage, c'est qu'ils permettent vraiment, une fois qu'il a été entraîné, ça permet de faire des simulations très rapides. Typiquement, en quelques minutes, sur un portable, on peut faire une simulation. Les limites, bien sûr, c'est qu'on travaille généralement sur une seule variable ou un seul processus particulier. Ils sont difficiles à interpréter parce que c'est une sorte de boîte noire, hein, je vais vous montrer après. Et après, il faut énormément de données pour pouvoir entraîner de manière correcte ce modèle-là. Donc si on a des données, si on sait bien le processus qu'on veut aborder, ça peut être une alternative. Je dis pas, ça remplace pas du tout, hein, c'est vraiment une alternative, c'est complémentaire à une approche classique avec des modèles 3D qui, elle, permet de travailler vraiment de manière très sérieuse, on va dire. Donc, je vous montre un exemple qui est fait à partir de modèles 3D numériques. Donc, ça, c'est les résultats du consortium Eurocordex, qui a travaillé sur l'étude de l'évolution jusqu'en 2100, suivant le scénario du pire, donc c'était le scénario RCP 8.5, pour la convection au large, en mesurant en particulier la profondeur de la couche de mélange. Je vous ai montré tout à l'heure que celle-ci peut très fortement évoluer, entre 2500 mètres pour les cas les plus extrêmes, jusqu'à quelques centaines de mètres pour les hivers les plus doux. Et donc là, vous avez les résultats de différents types de modèles, c'est ce qu'on appelle les approches en ensemble. On utilise différents types de modèles qui ont tous leurs particularités. On peut également changer les conditions initiales, on peut changer les paramétrisations, on peut multiplier le nombre de simulations, mais comme je vous ai expliqué, ça prend du temps et ça coûte cher. Là, il y a les résultats de 5 modèles différents, qui sont italiens, qui sont allemands, qui sont français. Et tous ces modèles, donc, il y a toute une partie historique, donc en 1950 jusqu'en 2005. Et après, il y a une partie prédiction en fonction du scénario choisi. Donc, il ne faut pas regarder la chronologie, c'est pas ça qui nous intéresse, hein. C'est la partie statistique qui nous intéresse. Donc, on voit que tous ces modèles prédisaient des mélanges assez importants jusqu'au début des années 2000. Puis, on voit une réduction jusqu'en 2050. Et quand on considère la convection profonde, qui est celle qui dépasse 600 mètres de profondeur, on voit qu'à partir de 2050, il n'y en a plus. Donc, le mélange, tous ces modèles prédisent que suivant ce scénario, on va avoir une réduction très très notable du mélange hivernal dans la zone. Pour la partie côtière, donc il y a juste un exercice qui a été fait avec un seul modèle suivant un seul scénario. C'était le scénario de l'époque qui s'appelait le scénario A2. Donc, qui estimait les formations d'eau dense sur le plateau et combien d'eau était exportée du plateau vers le large. Donc, c'est un indicateur des quantités d'eau formées sur le plateau continental, était exportée vers le large pendant l'hiver. Donc, ça a été fait uniquement pour 2 périodes de 20 ans, une à la fin du XXe siècle, une à la fin du XXIe siècle. Donc, on a 2 snapshots. Et ce qu'on voit, c'est que à la fin du XXe siècle, on a eu quand même quelques événements importants.
et qu'en moyenne, on a à peu près 500 km3 d'eau du plateau qui est exporté vers le large. Alors, 500 km3, pour vous représenter, c'est à peu près le volume d'eau du golfe du Lion. C'est-à-dire que toute l'eau, en l'espace de 1 à 2 mois, toute l'eau du plateau est exportée et renouvelée. Et qu'à la fin du XXIe siècle, suivant ce scénario, il n'y aurait plus qu'une centaine de kilomètres cubes qui seraient portés, donc juste un cinquième. Voilà, donc on va avoir très probablement, d'après ce modèle, une disparition des événements de cascading intense d'ici la fin du XXIe siècle, suivant ce scénario. Voilà, mais c'est juste une simulation, et depuis, il n'y a rien qui a été fait. Donc, c'est dit que ça serait peut-être intéressant d'utiliser une approche qui permette de tester ce qui va se passer dans le futur, considérant les différents scénarios. Donc, pour ça, on a une approche par intelligence artificielle, par un réseau de neurones. Donc, en quelques mots, donc on utilise tous les forçages qui nous semblent pertinents, à savoir ici le vent, les flux de chaleur air-mer, la température de l'air et de l'eau, les précipitations, les débits du Rhône, sachant que le vent, les flux air-mer, la température de l'air et de l'eau vont jouer sur la densification de l'eau, tandis que les précipitations et les débits du Rhône, eux, vont jouer à l'inverse, sur une diminution de la densité de l'eau. Donc ce sont les phénomènes qu'on entre en entrée dans le modèle et on essaye de prédire les températures à 500 et 1000 mètres. Mais pour ça, on entraîne le modèle, on lui apprend à reconnaître les événements à partir de toutes les données qu'on a sur 30 ans. Donc c'est toute la partie en bleu, entraînement du modèle. On utilise des forçages connus et les mesures du mouillage qu'on a à 500 et 1000 mètres. Une fois qu'on a entraîné le modèle, on peut faire des études de rétro-prédiction, savoir ce qui s'est passé dans le passé, pour autant qu'on ait les forçages, et après des projections climatiques en utilisant toutes les forçages qui ont été prédits par différents types de modèles. Donc je vous présente juste quelques résultats sur les rétro-prédictions. Donc, nous, on a des mesures entre 1993 et 2010. Le modèle a été entraîné là-dessus. Et vous voyez qu'il est capable de reproduire ce qui se passe depuis 1940 à partir des forçages qui sont connus. Et donc, ce que vous voyez, c'est les variations de température avec les chutes de température à 500 mètres et 1000 mètres de profondeur prédites par le modèle. Et on voit une évolution en fonction du temps. Les étoiles bleues et les étoiles rouges, c'est les validations qu'on a pu faire à partir d'observations, les rares observations qu'il y a dans la zone, des mesures de température et de salinité. Et à chaque fois qu'on a observé une anomalie qui nous semblait pouvoir caractériser un événement de plongée d'eau dense côtière, on l'a indiqué avec une étoile rouge. Donc le modèle reproduit une partie des événements que reproduit le modèle ont été validés. Voilà, mais on a vraiment trop peu de données pour pouvoir tout valider. Mais ce qui nous donne une certaine confiance au modèle. Donc on a pu ainsi catégoriser les différents types de cascading, faibles quand ils n'arrivent pas à 500 mètres, moyens quand ils arrivent à 500 mètres, mais pas à 1000 mètres, et intenses quand ils dépassent 1000 mètres. Et ainsi, on peut faire une classification par décennie. Et on voit que donc en noir, ce sont les événements intenses, en marron, les événements moyens et en vert, les événements faibles. Et jusqu'au début des années 2010, on avait 1 à 2 événements de cascading intense. On avait également des événements de cascading moyen. Mais depuis la dernière décennie, on n'a plus aucun événement de cascading intense ou moyen. Et là, on va rentrer probablement dans une ère de cascading faible. Et je vais vous montrer un peu les conséquences que ça peut avoir rapidement. Donc, il nous reste ce travail à faire pour la partie projection future. Mais ça, c'est un travail en cours. On va multiplier les simulations. Donc, les conséquences potentielles, si vous voyez qu'il y a des réductions qui ont été prédites à la fois pour la convection du large et pour le cascading côtier,
Donc pour la convection du large, ça va avoir un impact en termes de diminution des apports en nutriments en surface, qui va se traduire par une diminution de la productivité marine. Comme on a moins d'échanges entre la surface et le fond, on va avoir une désoxygénation des eaux intermédiaires et profondes et une acidification des eaux intermédiaires et profondes. Ça, ce sont des choses qui sont prédites, qu'on commence déjà à voir. Et concernant la diminution des plongées d'eau dense côtières, ça va surtout avoir un impact sur les habitats benthiques et épibenthiques, c'est-à-dire tous les habitats au niveau du fond, juste au-dessus du fond. Parce que ça va se traduire pour les zones, non pas sur le plateau, mais des zones plus profondes, par une diminution des apports en matière organique, une modification de la trajectoire de dispersion des sédiments du plateau et un changement des substrats sédimentaires. Alors ça paraît un peu vague comme ça, je vais donner juste un exemple qui a été fait à partir de la modélisation. Voilà, c'est 2 cartes de la nature du fond avec... Vous avez ici une carte qui est faite pour la période 2004-2009 et pour une simulation dans le futur, toujours suivant le scénario du pire. Donc en bleu, vous avez les zones où vous avez une érosion et en rouge, les zones où vous avez un dépôt sédimentaire. Et c'est le changement soit vous avez une accumulation de sédiments, soit vous avez une perte de sédiments. Donc, bien sûr, la zone à la côte, toutes les zones bleues sont les zones qui sont impactées par les vagues et les courants. Donc, celles-ci il y aura toujours de l'érosion. Devant le Rhône, il y aura toujours des apports du Rhône qui vont se déposer. Mais vous voyez qu'au sud-ouest de la zone, des zones qui étaient fortement érodées, qui sont en bleu, qu'on retrouve sur le plateau externe et dans les canyons, tout le long du golfe du Lion, toutes ces zones-là ne seront plus érodées. Et le substrat sédimentaire va complètement changer. On va avoir de plus en plus de dépôts de vase. Donc là où il y avait des coraux profonds qui ne supportent pas la vase, ils vont être envasés. Tous les apports, les transferts de polluants, les apports de sédiments fins vont, eux, se déposer sur la marge catalane. Donc on va aller un peu plus polluer nos collègues catalans, plutôt que de polluer le bassin profond, ce qui n'est pas une meilleure idée. Voilà, je finirai là-dessus. Merci.